C'est vrai, je vous ai caché une nouvelle espèce dans mes élevages de fourmis, et c'est la plus blindée que j'ai jamais vue. J'étais scotché, je pense que vous allez l'adorer, rien à voir avec mes autres espèces plus fragiles. Et avec ça, ce qui m'a frappé, c'est ça. Cette larve qui s'agite dans tous les sens, vous allez voir, c'est fou ce qu'elle fait. Et ce que certains scientifiques en ont tiré comme conclusion, j'étais désespéré. Pour que vous compreniez bien mon enthousiasme avec cette espèce, il faut un peu de contexte. Chez moi, j'ai plein de fourmis différentes, de toutes les couleurs. Des jaunes comme mes magnifiques Camponotus fetchenkoi, des rouges comme les sublimes Formica sanguinea, ou des colorées comme mes fantastiques Camponotus nicobarensis. Mais les nouvelles, elles sont d'un noir assez ennuyeux, c'est pas ça qui les rend spéciales. Leur taille alors. J'ai eu des gigantesques Liniperda de près de 2 cm de long et des minuscules Solenopsis fugax. Regardez la différence, c'est dingue. Et les ouvrières font à peine 2 mm. Je suis obligé de prendre mon microscope pour les observer. Elles sont trop choubidou. Et la nouvelle, un bon centimètre, c'est moyen, rien de bien fou je dois dire. Et la physionomie, la plupart de mes fourmis sont sans surprise à ce niveau. Ça a la forme d'une fourmi quoi. Une tête, un thorax, un gastre. Quand on s'approche, on voit bien que c'est pas les mêmes espèces, mais sinon, bon voilà. Il y a juste mes Meranoplus qui sortent du lot, et pas parce qu'on a l'impression qu'elles sont sous Xanax 24h/24. Oh là là. Mais surtout, regardez, j'ai jamais vu une fourmi aussi poilue, ça leur donne une apparence trop bien. D'ailleurs, elles sont en forme pour ceux qui me demandaient en commentaire, c'est une invasion de princesses, mais elles vont bien. Bref, j'ai pas cherché une espèce pour sa couleur, ni pour sa taille, mais pour sa physionomie. Et franchement, elle en a pas l'air de loin, mais attendez qu'on y regarde de plus près, elle est mythique. Quand je la découvre, je suis hyper excité, parce que ça fait longtemps que j'y pense. Je suis tellement content que je les présente à mon chat, qui a l'air un peu méfiant, mais intéressé, il a bien raison. Je leur prépare tout de suite une petite aire de chasse et je m'assure de mettre de l'anti-évasion parce que c'est pas uniquement leur physionomie qui est incroyable. Et c'est en lien avec l'excitation de cette larve qui m'a un peu pris au dépourvu. Oh, et je mets du sable. C'est bien ça le sable. Maintenant, je peux enfin les accueillir comme il faut et leur préparer un nouveau tube. La prudence qui devrait s'imposer semble pas être la qualité principale de Sa Majesté, qui s'empresse de venir vérifier ce qui se passe. Rapidement suivi d'une courageuse aventurière. Et là, vous devez commencer à voir de quoi je parlais avec la physionomie. Autant je savais qu'elles avaient une apparence trop bien, autant c'est encore mieux en vrai. Si vous voyez pas souvent des fourmis de près, faut qu'on clarifie un truc. Ça, c'est une fourmi normale. Vous voyez le thorax ? Là, regardez bien. Y a rien, absolument, et c'est normal. Et là, à la jonction entre le thorax et le gastre, ce qu'on appelle le pétiole, rien non plus. Tout à fait. Et ma nouvelle espèce est vraiment à part pour ça. Maintenant, vous vous souvenez de mes Meranoplus ? Paf ! Des épines sur le thorax. 2 pour être précis, et 2 miniatures plus bas. Et quand elles se sentent agressées, ça les protège. C'est trop bien. Est-ce que c'est du coup vraiment utile de faire plus que ça pour se défendre ? Ma nouvelle espèce a décidé que oui, c'est une forteresse blindée. Regardez ça. Attendez. Là. Vous voyez ? Des épines énormes partout. Et surtout, ce que j'avais jamais vu avant, sur le pétiole. De près, c'est encore plus impressionnant. Et leur carapace qui a l'air toute rugueuse, rien à voir avec mes autres espèces. Moi qui attrape parfois mes protégés à la main, va falloir que je m'empêche de faire ça, je crois. C'est des barbelés sur pattes. Je pense qu'on pourrait les utiliser comme hameçon pour une canne à pêche. Bon, c'est trop bien, mais ça vous explique pas pourquoi je m'enjaille pour cette larve. Ni pourquoi je suis désespéré par les scientifiques de l'époque. Mais une chose à la fois. Déjà, je vous présente les Polyrachis armata. Leur nom quoi, armata. C'est une armure ambulante. Et la description de Wikipédia me fait triper. Le thorax est armé d'épines. Le mésotonome est non armé. Le métanotome est armé d'épines. Ça sent les guerrières, je vais m'amuser. Merci à Esprit Fourmi de m'avoir envoyé ce tank sur pattes, elles sont magnifiques. Bref, si quasi aucune de mes fourmis n'a ces épines, pourquoi elles en ont 6 ? Et des énormes. Ça, je pense que c'est en lien avec cette larve, qu'une nourrice porte. En lien aussi avec cette aventurière qui sort du tube. Je sais, ça a l'air bizarre comme lien, mais vous allez comprendre. Regardez-la bien se balader, avec sa démarche typique, le gastre recourbé, sur la défensive. Mais le plus impressionnant, c'est ça, cette allure, cette sérénité, presque élégante. On est loin du côté pâteau de mes Messors. Et de mes Camponotus fetchenkoi.
C'est notre premier indice pour ces épines, c'est des grimpeuses. D'où mon trip sur l'anti-évasion. Et la larve. Alors déjà, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce qu'au début, j'avais bien quelques petites larves, mais la fondation se montrait timide à souhait, boudant la nourriture que je leur donnais et refusant de déménager dans leur nouveau tube tout propre. Ça me désespère. Mais tout à coup, quelque chose change. Dans le tube, ça s'agite. La fondation s'est regroupée au fond, surveillant l'accès, comme si elle était vulnérable. Et c'est bien le cas. Les nourrices se sont transformées en sages-femmes, ou sages-fourmis, je sais pas comment on dit. Une naissance! La première depuis qu'elles sont arrivées chez moi. Elle est toute engourdie, maladroite, se fait lécher en guise de réveil, pendant qu'une de ses sœurs sort le cocon, un déchet dont sa majesté ne veut pas dans le nid. De là, nos protégées se montrent plus gourmandes, s'attaquent aux insectes que je leur donne. C'est là que j'ai vu ça. Notre larve, portée par une sœur, se fait balader. Ça n'a aucun sens. Et elle picore. Y a pas de nourriture, je comprends pas trop ce que je vois. Je me décide à sortir mon microscope. Et ce que je vais découvrir, j'aurais déjà pu le deviner quand j'ai observé la naissance. Vous le voyez? Vous avez à peu près 30 secondes pour deviner, après je donne la réponse. Le temps que je prenne mon matériel, la larve est à nouveau posée, mais toujours bien active, comme si elle essaye de faire quelque chose. J'ai pensé avoir raté ce que je devais observer jusqu'à ce que je cherche à faire le focus. Vous avez vu? J'ai d'abord cru à des saletés, mais il y en a partout. Des filaments. Et ça a l'air fait exprès. Et pour cause, c'est la larve qui a fait ça. J'ai cherché et cette espèce, c'est pas seulement une armure ambulante agile à la grimpette, mais aussi une tisserande. Elle tisse grâce à ses larves. C'est fou! Et je pense que c'est pour ça qu'elles ont toutes ces épines. Vivant dans les arbres, il y a des prédateurs autrement plus dangereux qu'au sol. Et si moi je veux pas les prendre dans les mains, je pense que d'autres animaux ont eu une réflexion similaire. Mais je suis pas entomologiste, alors je suis pas sûr. Vous en pensez quoi? Bon, le plus fou avec ces espèces tisserandes, c'est pas les fourmis en fait, mais nous, les humains. Plus précisément, les scientifiques de l'époque. Vous allez faire votre plus beau face-palm, je vous préviens. J'ai lu ça là-dedans, c'est sérieux a priori. Ça parle d'une autre espèce de fourmis tisserandes, les plus connues, les Eucophila. Il y a un scientifique qui a réussi à en dire que, la base de toute cette action, l'utilisation des larves est instinctive. Les humains prennent cette décision se servant de leur capacité à raisonner. La conclusion du type, non mais écoutez bien, c'est que si les fourmis font bosser leurs larves, ben c'est que le travail des enfants humains est lui aussi naturel. Oui, le travail des enfants, mais oui, on va faire ça. Une logique implacable. Toujours une bonne idée de dire que si ça se fait dans la nature, c'est à reproduire chez nous. On est beau parti pour légaliser l'infanticide à ce rythme. C'est comme l'esclavagisme, parce que oui, il y a des fourmis esclavagistes et certains en ont déduit que du coup, c'est naturel. Non mais sérieux. J'ai d'ailleurs testé l'esclavagisme chez une de mes fourmis, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas mon idée la plus réfléchie. Si on commence à mettre des fœtus en esclavage, parce que ça serait l'équivalent, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous montre ça ici, c'était un moment assez incroyable à vivre.